Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les organismes de résistance, à quel moment ils discutent entre eux? Ou est-ce qu'ils sont restés tous, chacun dans leur coin, jusqu'au bout, en espérant tirer la couverture à eux? Alors, Politiquement parlant, dans un premier temps, ils ne discutent pas entre eux pour une raison assez simple. C'est qu'ils sont sur des positionnements tout à fait différents, qu'on peut résumer un petit peu de la façon suivante. Alors, je parlais des mouvements, par exemple, les mouvements de zone sud. Il y a 3 grands mouvements en zone sud, mais le problème, c'est que en 40 et même encore en 41, vous avez des résistants qui considèrent que leur action n'est pas incompatible avec un soutien maréchal Pétain, qui reste à leurs yeux la meilleure personnalité pour préparer la revanche de la France. La France d'après. Voilà, l'homme de Verdun. Henri Freinet, sur cette position-là, par exemple, le chef du mouvement Combat. François de Menthon, le chef du mouvement Liberté, un universitaire chrétien-démocrate, et aussi au départ sur ce positionnement-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent l'armistice, qui refusent la collaboration, qui souhaitent préparer le pays pour une guerre de revanche, mais en même temps, qui soutiennent Pétain et sa politique de révolution nationale. C'est ça. Et puis, vous avez d'autres chefs de mouvement. C'est le cas d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, par exemple, le chef du mouvement Libération Sud, qui, eux, sont des gens plutôt engagés à gauche, plutôt proches des milieux socialistes, syndicalistes, et qui ont un engagement à la fois contre l'occupant allemand et contre le maréchal Pétain. Et puis, je le rappelle, mais j'en ai parlé tout à l'heure, jusqu'en juin 1941, vous avez même une organisation qui, à l'inverse, s'oppose au régime de Vichy, au maréchal Pétain, tout en restant assez timide dans ses attaques contre l'occupant allemand. Donc, vous voyez bien que ces 3 positionnements-là font que c'est des gens qui ne pouvaient pas parler entre eux, qui ne pouvaient pas s'unir. Et les choses vont changer à partir de 1942, grâce notamment aux efforts de Jean Moulin. Jean Moulin, envoyé en France par le général de Gaulle, pour coordonner, en fait. Pour coordonner d'abord la résistance en zone sud. Et Jean Moulin, effectivement, va entrer en contact avec les différents chefs de mouvement, va leur demander de travailler ensemble. Donc, il y a ce rôle de Jean Moulin. Il y a aussi, je dirais, une poussée un peu à la base des militants, parce que beaucoup de militants se retrouvent à Combat, Libération Sud, parfois un peu par hasard. On va dans l'organisation qui est la plus proche de chez soi, avec laquelle le contact a été établi, mais on aurait très bien pu être dans une autre organisation. Donc il y a aussi une poussée un petit peu à la base pour qu'une union s'effectue. Et puis surtout, il y a une prise de conscience des chefs de la résistance qu'il faut un effet de synergie. Parce que si chacun reste dans son coin, déjà que les résistants manquent de tout, manquent d'argent, d'armes, etc. Donc si chacun reste dans son coin, la lutte n'a pas de sens. Donc effectivement, à partir de 1942, lorsque là encore commence à se préciser la possibilité d'une libération prochaine, eh bien, les résistants prennent conscience qu'il faut qu'ils travaillent entre eux, qu'ils se rapprochent pour pouvoir notamment aussi demander des armes et de l'argent aux Alliés. Ce qui est important, c'est de ce que j'ai compris, c'est que le général de Gaulle était donc au courant, ils avaient conscience de cette répartition, de ces mouvements qui ne pouvaient pas parler entre eux, en fait. Alors, dans un premier temps, le général de Gaulle connaît très mal ce qui se passe, la situation de la France et l'existence des premières organisations clandestines. Lui se considère effectivement comme l'incarnation de la seule résistance, la résistance extérieure. Et il connaît mal ce qui se passe en France. C'est par Jean Moulin, effectivement, que les informations vont lui arriver. Il faut juste rappeler en 2 mots la trajectoire de Jean Moulin. Jean Moulin est un préfet de la Troisième République qui reste en place au début du régime de Vichy, même s'il refuse l'occupation, mais il tentera de se suicider d'ailleurs pour éviter de signer un document déshonorant que voulaient lui faire signer les Allemands en juin 40. Mais il reste en place, préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. Il est démis de ses fonctions par le régime de Vichy début novembre 1940, du fait de son passé républicain. Et à partir de là, il décide de partir en zone sud pour tâter un petit peu le terrain sur les premières organisations résistantes qui commencent à s'y développer.
il rencontre Henri Freinet, d'autres chefs de la résistance, et il écrit un rapport. Un rapport en bon préfet, si vous voulez, un rapport un peu administratif, sur voilà, il existe telle organisation, voilà quels sont leurs moyens, voilà aussi les possibilités d'action que cela représente. Et il quitte la France en septembre 1941 pour se rendre à Londres, avec l'idée de remettre ce rapport au général de Gaulle pour l'informer de ce qui se passe en France. Et la première rencontre entre les deux hommes a lieu le 25 octobre 1941. Jean Moulin remet à De Gaulle son rapport. De Gaulle comprend tout l'intérêt qu'il a de travailler avec cet ancien préfet, qui peut faire la passerelle entre les deux résistances, et il lui demande de retourner en France pour travailler à l'unification d'abord des mouvements de zone sud, ce sera la création des MUR, Mouvement Uni de Résistance au début de l'année 43, puis ensuite unification de la résistance dans les deux zones, avec la mise en place du CNR, le Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943. Est-ce qu'ils sont au courant, tous ces mouvements, tous ces réseaux, de ce qui se passe en Allemagne, des camps de concentration? Est-ce qu'on sait s'ils sont au courant? Alors, les camps de concentration, bien sûr. Oui. Les camps de concentration, bien sûr, parce qu'on les connaît depuis 1933, puisque les grands camps de concentration, comme Dachau, ont été ouverts au cours des mois qui ont suivi l'accès d'Hitler au pouvoir pour y interner les opposants, les communistes, les socialistes. Et il y a eu des reportages, d'ailleurs, des articles dans la presse française, des 34, 35, sur l'existence des camps de concentration en Allemagne. Donc, ce qui se passe dans les camps de concentration, c'est connu. Ce qui se passe dans les centres de mise à mort, oui, avec la mise en place, à partir de janvier 1942, de la Shoah, ça l'est moins. Ça l'est moins. Il y a quand même des informations qui circulent, mais je dirais que ça reste un peu confiné. Et surtout, il y a comme un déni, en fait. Même ceux à qui on donne l'information, ils refusent de le croire. Enfin, bien, ça paraît complètement incroyable, et je ne veux pas ironiser là-dessus, mais on se doute bien que quand on voit le type de trains qui sont emmenés, on se doute bien que ça va mal finir pour ces gens-là quand même. Oui, mais on ne comprend pas bien la spécificité de la déportation des Juifs. Parce qu'effectivement, la déportation, elle a commencé avant. Et dans la majorité des cas, les déportés, ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des Nacht-und-Nebel, nuit et brouillard, oui. C'est-à-dire des opposants, des résistants, voire des otages, qui sont déportés vers le Reich. D'accord. Et puis, vu avec les yeux de l'époque, oui, les Juifs sont aussi déportés, mais tout ça, c'est un ensemble. Voilà. Et on ne comprend pas qu'il y a une spécificité de la déportation des Juifs qui les amène à une mort immédiate et directe. Oui, non pas qu'on ne meurt pas dans les camps de concentration, oui, bien sûr. Il y a un taux de mortalité très fort, mais le taux de survie est à peu près d'1 sur 2. Voilà. Là où on sait que les Juifs, à partir du moment où ils montent dans le wagon de déportation, ils sont condamnés à mort. Évidemment, je comprends. Au moment du débarquement, enfin un petit peu avant, comment ça se passe? Est-ce que les Alliés contactent les mouvements et les réseaux de résistance, ou pas du tout? Ils font ça, entre guillemets, dans leur coin? Non, alors, les Alliés vont chercher à intégrer la résistance française dans leur stratégie. Ce que les Alliés ne voulaient surtout pas, c'est qu'il y ait une sorte de désordre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au moment du débarquement, la résistance agisse comme ça de façon isolée et sans intérêt militaire, en fait. Fasse sauter un pont alors que les Américains voilà, avaient besoin. Il fallait faire, voilà, oui, en se trompant de pont, parce qu'il valait mieux faire sauter celui d'à côté. Donc d'abord, au cours des mois qui précèdent le débarquement, les activités de renseignement s'intensifient. Ça, c'est très net, c'est très clair, parce qu'effectivement, il faut tout savoir du dispositif allemand. J'en parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, c'est même la contribution majeure de la résistance à la réussite des débarquements. Le renseignement. C'est pas la lutte armée au moment du 6 juin, c'est vraiment le renseignement. Et je vous prends juste un exemple qui reste là aussi très peu connu. Un ingénieur des arts et métiers qui s'appelle Michel Hollard a développé un réseau de renseignement, le réseau Agir, qui travaille lui aussi directement pour les Britanniques, pas pour la France libre. Or, Michel Hollard et le réseau Agir, ce sont eux qui découvrent, à la fin de l'année 1943, la construction
dans le nord de la France, et notamment dans la région de Dieppe, de bases de construction de V1. De V1. Et ça, c'est vraiment fondamental. Du coup, ils font remonter l'information aux Alliés avec des plans très précis, très détaillés. Les Alliés, au début de l'année 1944, vont, par bombardement, détruire ces différents sites allemands. Et Eisenhower expliquera très bien dans ses mémoires, Croisade en Europe, il dira « Si le 6 juin 1944, il y a eu des V1 en Normandie dirigés vers la Manche, là, effectivement, le débarquement risquait très fortement d'échouer. » Ça et les Panzers. Exactement. Mais vraiment, les V1, bien sûr, plus que les Panzers, les V1, je pense, auraient fait échouer le débarquement, ou alors ça aurait été un massacre terrible.